Il est 20h30, bonsoir. Le président de la République préside à Addis Abeba les travaux préparatoires du sommet de l'Union africaine. Outre le projet des énergies renouvelables, professeur Alpha Condé explique la volonté de l'Afrique à prendre son destin en main. Également dans ce journal, le débarquement hier à Conakry des 150 palettes des bulletins de vote et des procès-verbaux commandés par la CENI. Le matériel est arrivé à Conakry à bord d'un cargo en provenance de l'Afrique du Sud. Vous aurez aussi les échos du procès de l'affaire dite du lieutenant-colonel Issa Kamara. Le verdict est tombé vendredi. Il appelle à rétablir les victimes dans leurs droits. C'était là pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Le projet portant sur l'initiative des énergies renouvelables était au centre des travaux préparatoires du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Président de ces travaux, professeur Alpha Condé a expliqué la volonté de l'Afrique à prendre en main son destin quant à la proposition des projets et de leur stratégie de mise en œuvre. Précision, Sanassi Keita. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables. La réunion se tient ici à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Elle est présidée par le chef de l'État guinéen, coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. Professeur Alpha Condé met en exergue ici, devant ces parterres de personnalités africaines et étrangères, les avancées de ce grand projet, porteur d'espoir pour les populations africaines qui continuent jusqu'ici de végéter dans l'obscurité. La dernière réunion technique qui s'est tenue à Conakry sur la résolution des questions en suspens concernant notamment la gouvernance, le programme de travail et de budget de notre initiative, à côté des experts désignés par vous, chefs d'État, administrateurs, et ont participé les représentants de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, de la Commission européenne et de la France pour le compte des pays développés, signataires de la déclaration de soutien à l'AREI. J'ai pu également signaler que la session des experts a fait de grands progrès et nous devons à présent ancrer solidement l'AREI en adoptant ici et maintenant l'ensemble de ces documents afin de pleinement et finalement opérationnaliser l'AREI de gouvernance. Nos experts techniques ont conclu, après avoir examiné l'état de la situation, qu'ils devaient prendre toutes les responsabilités et donc dégager une position commune en produisant un texte consensuel rassemblant les vues de l'ensemble des 5 régions du continent. Le processus convenu par tous les partisans a été conduit par les pays africains eux-mêmes, par l'intermédiaire de nos experts, et les 5 régions ont été unies dans leur vision commune, exprimée dans les documents qui nous sont ici soumis. Les versions préparées et approuvées par les représentants des 5 régions d'Afrique étaient conformes à l'expression de notre vision lors des réunions du conseil d'administration en septembre à New York et en juillet dernier à Addis Abeba. Lors de la réunion présidente du conseil à New York, j'avais précisé que les retards dans la conclusion des questions de gouvernance n'étaient plus acceptables et que lors de notre prochaine réunion, il convenait de prendre des décisions finales. Grâce au travail de nos experts, nous avons maintenant l'opportunité de jeter des bases plus solides pour l'AREI et l'avenir du continent dans le domaine des énergies renouvelables. Évidemment, tout n'est pas parfait et nous devons continuer à intégrer les conseils et recommandations des institutions africaines et de nos partenaires afin de mettre en place une dynamique véritablement intégrée, un partenariat solide et durable où les pays africains définissent leurs besoins, leurs priorités, la meilleure manière de les prendre en charge et le tout en bonne intelligence avec l'ensemble des parties prenantes. L'ordre du jour que je soumets à votre considération doit nous permettre de prendre des décisions nécessaires à une mise en route rapide et définitive de l'AREI. C'est pourquoi je vous propose 3 résultats suivants à atteindre pour nos réunions d'aujourd'hui. 1. Tout d'abord, l'adoption du programme de travail de l'UDI et du budget prenant en compte les recommandations du Conseil et du comité d'experts afin que nous ne perdions plus de temps dans la mise en œuvre des activités. Ensuite, deuxièmement, la finalisation de la gouvernance de l'AREI et son adoption finale. Il nous faudra vider en particulier les modalités de participation à la prise de décision. L'AREI a besoin d'un cadre national clair et durable. Enfin, l'adoption des termes de référence du directeur permanent de Didi et de son processus de recrutement est une nécessité absolue. Ici, le Conseil devra veiller à ce que le processus déroule dans la transparence la plus totale
et dans les règles de l'art. Les projets à réaliser concernant cette initiative africaine pour les énergies renouvelables doivent être décidés par les Africains eux-mêmes, martèle le président Alpha Condé à sa sortie de la réunion. Ce qu'on doit savoir, l'ARI est une affaire africaine. C'est nous qui nous sommes battus pour obtenir l'accompagnement pour l'énergie. Nous avons mis en place une structure et c'est l'Afrique qui décide. On n'a pas de conditions particulières. Les projets que nous leur proposons, une fois que nous avons adopté les propositions, nous demandons des financements. Donc, ils n'ont pas à nous imposer de conditions. Et d'ailleurs, ils ont demandé à être observateurs. C'est-à-dire, au départ, on avait voulu qu'ils aient le droit de vote. Ils ont dit non, on préfère être observateurs. Donc, les décisions sont prises principalement par les 5 chefs d'État qui représentent les 5 régions. Et une fois qu'une région a amené des propositions, comme si l'Égypte amène des propositions de l'Afrique du Nord, le conseil d'administration on valide. Si le Kenya amène des propositions de l'Afrique de l'Est ou la Namibie les propositions de l'Afrique australe, nous les propositions de l'Afrique de l'Ouest, on avalise. Donc la discussion se fait au niveau de chaque région. C'est chaque région qui fait la sélection entre les différents projets de la région. Mais en aucun cas, ni l'Union européenne ni la Banque mondiale ne peut nous imposer quoi que ce soit. C'est une initiative africaine. Le choix des projets, c'est nous. Le choix des financements, tout ce qu'on demande à nos partenaires, c'est de nous trouver des financements pour tel projet. Tant ce qui est de l'aide que ce qui est le crédit concessionnel. D'abord, il y a un problème important, c'est la gouvernance. Et nous allons décider cela, la gouvernance, nous allons décider au prochain conseil d'administration. Et nous avons que la gouvernance, nous avons maintenant les critères de fonctionnement de l'ARI. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de trouver des financements. Puisqu'on aura adopté définitivement la gouvernance. Nous allons lancer appel à la candidature on prend un cabinet spécialisé dans le recrutement, on lance appel à la candidature. Et ce cabinet propose 15 noms aux experts que chacun des chefs d'État a désigné avec la base de l'Union africaine. Et je suis à la base de cela, propose 3 noms au conseil d'administration qui prendra définitivement le choix du directeur. En ce moment-là, la gouvernance doit être mise en place. Donc, il reste maintenant à nous battre pour trouver le financement pour chacun des projets. Voilà comme c'est. Donc, en aucun cas, ni la Banque mondiale, ni l'Union européenne, ni qui que ce soit ne peut nous imposer quoi que ce soit. Une fois que nous avons sélectionné les projets, nous nous battons pour avoir des financements. Le coordinateur en charge pour les énergies renouvelables en Afrique garde ainsi l'espoir de voir les partenaires au développement de l'Afrique mettre rapidement les moyens financiers à la disposition du continent pour réaliser cet ambitieux projet africain à la satisfaction des 700 millions d'Africains privés aujourd'hui d'énergie. On reste à Addis Abeba où le président de la République s'est aussi entretenu avec le Premier ministre éthiopien. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre la Guinée et l'Éthiopie. Une occasion saisie par les deux personnalités pour aborder de nouvelles perspectives de coopération entre leurs deux pays et plusieurs secteurs socio-économiques sont ciblés. Sanassi Keita. Le président de la République échange avec le Premier ministre éthiopien. Les entretiens entre Professeur Alpha Condé et Haïlé Mariam Desalegn gravitent autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération. Le domaine agricole a été surtout privilégié dans cet entretien qui a duré plus de 40 minutes. L'Éthiopie, comme je l'ai dit souvent, est un pays qui est très bien géré. Et nous, Africains, ne devons pas avoir honte de prendre l'exemple de des pays qui sont bien gérés pour bénéficier de leur expérience. Ensuite, nous voulons beaucoup développer nos relations bilatérales. Le Premier ministre a fait le plaisir de nous rendre visite. Il est resté 3 jours en Guinée. Et nous avons décidé de développer la coopération bilatérale. Donc moi aussi, je vais venir en visite officielle en Éthiopie. Mais nous voulons aussi que ça soit une coopération gagnant-gagnant. L'Éthiopie nous accompagne dans des produits agricoles qui produisent bien. Nous aussi, on va les accompagner dans les produits agricoles qui produisent bien pour que nos pays bénéficient de l'expérience de l'autre, c'est-à-dire que nous renforçons nos richesses. L'agriculture éthiopienne nous accompagne, l'agriculture guinéenne accompagne l'Éthiopie et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons donc vraiment renforcer nos relations avec l'Éthiopie. Du temps du DERG, je venais souvent ici. Haïlé Fida, Daniel Tadesse, Daniel Gessese étaient de mes amis depuis le mouvement étudiant. Nous avons travaillé ensemble. Donc je venais les voir et j'ai été très désolé lorsqu'ils ont été massacrés par le DERG. Donc ça aussi, ça me rattache à l'Éthiopie. Le président de la République promet ainsi les jours à venir d'effectuer une visite officielle ici en Éthiopie. L'objectif étant surtout de redynamiser l'axe de coopération Conakry-Addis Abeba.
Les réformes institutionnelles, des sujets importants à l'Union africaine, et cela depuis 1 an et demi. L'organisation panafricaine s'investit par exemple à rationaliser son champ d'action, à réajuster ses institutions, mais aussi à favoriser son autofinancement à travers une taxe de 0,2% sur les importations éligibles non soumises aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là tout l'enjeu de ce 30e sommet de l'Union africaine. Mohamed Lamine Solano depuis Addis Abeba. Ce n'est pas nouveau à l'Union africaine, mais la question des réformes suscite toujours de nombreux commentaires chez les diplomates de l'organisation. Le sujet se présente comme le chantier majeur de l'instance continentale depuis près de 2 ans. À Addis Abeba, l'examen des réformes est depuis 3 jours le sujet principal des rencontres des ministres des Affaires étrangères du continent. Les enjeux sont interpellants. Il y a au moins 1500 décisions de l'Union, mais qui n'ont jamais été appliquées. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes pour s'assurer que toutes ces décisions sont effectivement appliquées et aussi qu'on se réfère au droit chaque fois qu'il y a un problème. Une grande partie du budget de l'Union est fournie par des partenaires étrangers. Donc notre président, le professeur Alpha Condé, a plaidé pour qu'on mette tous les moyens à la disposition avec nos fonds propres pour le fonctionnement non seulement de l'organisation, mais aussi pour financer à hauteur de 25% les opérations de maintien de la paix en Afrique. Depuis près de 2 ans, l'institution manifeste une volonté de limiter ses champs d'intervention à 3 domaines. Paix et sécurité, intégration du continent et enfin, faire entendre la voix de l'Afrique dans le monde. Un exercice auquel s'est employé le président Alpha Condé, réputé pour son panafricanisme et dont le franc-parler séduit le continent. Le président de l'Union africaine, son Excellence professeur Alpha Condé, a donné une forte impulsion à ce processus. Il a apporté durant sa présidence beaucoup d'améliorations au mode d'action de l'Union africaine. Il a donné plus de crédibilité à cette action, il a donné plus de visibilité à cette action. La voix de l'Afrique est maintenant plus écoutée. L'Afrique est plus présente sur les différents dossiers. Sur la table des chefs d'État, les négociations pour la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale, les questions migratoires, les défis de la sécurité, mais aussi la libéralisation du ciel africain. Un agenda dense pour l'instance panafricaine qui accueillera probablement ce 30e sommet. George Weah, le nouveau président libérien, il pourrait se prononcer sur le bouclier anticorruption à 50 milliards de dollars, un sujet sur lequel le Ballon d'Or devrait s'exprimer avec aisance. C'était l'un des thèmes importants de sa campagne présidentielle. Et puis, avant de se rendre à Addis Abeba, le chef de l'État était à Malabo pour exprimer le soutien du peuple de Guinée au peuple frère et ami équato-guinéen. Ce, après la tentative de coup d'État déjouée contre le président Teodoro Obiang Nguema. Compte rendu Sanessi Keita. Après la tentative de coup d'État déjouée contre le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo depuis le mercredi 27 décembre dernier, le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, arrive à Malabo, dans la capitale équato-guinéenne. Professeur Alpha Condé vient ici pour apporter non seulement le soutien de la Guinée au peuple frère de la Guinée équatoriale et au président Obiang Nguema, mais également celui de l'Union africaine. Vous savez qu'il y a eu des événements malheureux il y a quelques jours, avant Noël. Et vous savez à quel point le président Obiang est engagé pour l'Afrique. Il a montré quand il était président de l'Union africaine, quand il y a eu la CAN, au moment où on ne savait pas organiser, il a pris. Donc il était extrêmement important qu'en tant que président guinéen, mais surtout en tant que président de l'Union africaine, je viens lui apporter le soutien total de l'Union africaine, qui sent que l'Union africaine est à ses côtés et que nous ne pouvons plus accepter que des mercenaires puissent déstabiliser nos pays. Il était extrêmement important que le peuple de Guinée équatoriale sache que l'Union africaine est totalement derrière notre frère. À même aussi faire appel à tous les pays, parce que la libre circulation des biens et des hommes est une nécessité.
mais nous devons prendre quand même des mesures pour que cela n'entraîne pas la possibilité de déstabilisation. Donc mon voyage était surtout pour venir affirmer ce soutien total qui chasse que nous sommes tout en train de derrière lui et que nous allons l'aider dans les enquêtes et faire en sorte que de tels événements ne puissent plus se réunir et apporter tout notre soutien, notre solidarité au gouvernement et surtout au peuple de Guinée équatoriale. Voilà la raison de mon arrivée. L'unité entre les États africains avec à la clé parler d'une seule voix. C'est l'ambition qu'a toujours affichée le président en exercice de l'Union africaine en vue d'une Afrique écoutée et respectée. Moi, j'ai dit que la plupart de nos problèmes sont dus à des ingences étrangères. C'est pourquoi j'ai tout fait pour que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Mais cela suppose un certain nombre de réformes, notamment l'autonomie financière de notre organisation. C'est pourquoi nous avons adopté le principe de 2% pour le financer. Parce que si votre organisation n'est pas indépendante, vous ne pouvez vraiment pas parler sérieusement. Donc, notre objectif aujourd'hui, vous voyez, on a généralisé l'histoire des champions pour que sur chaque problème, un seul chef d'État parle au nom de l'Afrique. Toute ma bataille, c'est que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient désormais réglés par les Africains, et parce que c'est nous qui sommes victimes quand ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas en Libye, mais c'est nous qui sommes victimes. Il n'y a pas d'État en Libye, il y a le terrorisme chez nous. Et c'était aussi la position du président lorsqu'il était président de l'Union africaine. Donc notre bataille, c'est de faire en sorte aujourd'hui que l'Union africaine ait les moyens financiers pour faire face à ses obligations. Deuxièmement, que tous les chefs d'État se mobilisent pour que nos problèmes soient résolus par nous et que nous évitons les instances étrangères et que nous renforçons la coopération. Vous savez qu'on avait choisi comme thème l'année dernière investir dans la jeunesse et cette année la lutte contre la corruption. Donc nous voulons développer l'énergie pour permettre de tout notre pays, les infrastructures pour que nos jeunes, pour trouver du travail pour les jeunes africains, parce que pour ne plus avoir ce spectacle de voir nos jeunes mourir dans la Méditerranée et aujourd'hui en esclavage en Libye. C'est sur cette note d'espoir de voir le peuple de la Guinée équatoriale vivre dans la paix que le président en exercice de l'Union africaine a quitté Malabo pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Du côté de Washington, le nouvel ambassadeur de Guinée a pris fonction. Son Excellence Kerfala Yansani a déjà présenté ses lettres de créance au chef de l'exécutif américain. Le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, la résolution de la question des Guinéens en situation irrégulière et la mobilisation des investisseurs américains pour le financement de notre PNDS sont entre autres les domaines dans lesquels s'entend s'investir le diplomate guinéen. Compte rendu Fatoumata Samoura, notre correspondante basée aux États-Unis d'Amérique. Depuis le 24 novembre 2017, l'édifice a un nouveau locataire. Son nom, Kerfala Yansani. Il vient de présenter ses lettres de créance à la Maison-Blanche, à Donald Trump, le président américain. Il devient ainsi le 21e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée aux États-Unis d'Amérique. Sa nomination intervient à un moment où les relations entre notre pays et l'Amérique ont besoin d'un coup de pouce. Un challenge que l'ambassadeur Yansani entend bien accomplir. Pour cela, il pourrait compter sur le soutien de lobby. Le plan national de développement initié par le gouvernement guinéen est très ambitieux et réaliste. Je vois beaucoup de secteurs qui pourraient intéresser les investisseurs américains dans le but de construire une Guinée forte et prospère. Monsieur l'ambassadeur a fait beaucoup d'amis partout. Dans l'administration américaine, dans les institutions financières, comme dans le privé, comme je suis maintenant. Et je crois que tout le monde est bien disposé d'aider. Diplômé de Sciences Po de Paris et fervent connaisseur de la communauté financière internationale, le nouvel ambassadeur de Guinée à Washington mesure l'immensité de la mission qui est la sienne. Kerfala Yansani sait qu'il est beaucoup attendu sur les questions de l'immigration, de développement et de financement. La priorité, c'est la question des migrants. J'essaie de comprendre la situation. Nous ferons en sorte que les investisseurs américains, les institutions américaines s'intéressent à notre pays. Et on doit ouvrir la main à tous les Guinéens qui sont là,
tous les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes obligations, donc ils sont égaux devant nous et donc nous devons faire en sorte qu'il y ait l'unité des Guinéens. Intègre et très expérimenté, l'ambassadeur Yansani a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l'administration guinéenne. Je vous le disais dans les titres, les bulletins de vote et les procès-verbaux pour les élections communales sont arrivés hier nuit à Conakry. Venus à bord d'un cargo en provenance de l'Afrique du Sud, les 150 palettes commandées par la CENI ont été réceptionnées à l'aéroport international de Conakry-Pessia. Makeme Donzo. Ce cargo en provenance de l'Afrique du Sud contient des bulletins de vote et des procès-verbaux. Dans chacune des palettes, les documents électoraux sont conditionnés par préfecture, sous-préfecture, district et bureau de vote. Ce genre de classement va faciliter la distribution de ces documents dans les 342 circonscriptions électorales du pays. Nous sommes sûrs que le travail que nous avons fait commence à porter des résultats et que de plus en plus les nuages s'écartent du CAT. Et nous n'avons jamais douté. Nous avons réalisé sur le plan technique et scientifique un certain nombre d'activités qui, aujourd'hui, nous donnent entièrement satisfaction. Pour bien acheminer ces documents aux différents lieux indiqués, la Commission électorale nationale indépendante a pris toutes les dispositions. Mais les démembrements seront outillés financièrement pour que ce mécanisme d'acheminement puisse se poursuivre. Nous, à notre niveau, au niveau central, nous avons déjà positionné des véhicules, les véhicules qui vont embarquer ces bulletins-là. Demain dimanche, le second cargo va atterrir à l'aéroport international Conakry-Pessia avec le reste des documents électoraux destinés aux préfectures les plus proches de la capitale. Ce qu'il faut également noter, c'est que dès 8 h ce matin, les camions transportant ce matériel de vote ont bougé pour l'intérieur du pays et les préfectures les plus éloignées seront les premières à être approvisionnées. La rubrique La Guinée en bref vous amène ce soir à Dubreka, Bofa, Pita et Sigiri, des préfectures où les ministres parrains continuent leur entretien avec les populations à la base. Les questions de paix, d'unité et de cohésion sont celles abordées au nom du chef de l'État, mais ils expliquent surtout ce que le plan national de développement économique et social peut apporter au développement communautaire. Suivez. Pour des élections communales apaisées, la ministre de l'Action sociale prêche la paix et l'unité nationale dans le Tabounssou. Adja Maria Massila confère avec les citoyens de 7 collectivités de Dubreka. Après la commune urbaine, elle s'est rendue successivement à Falesade, Tondon, Badi, Ouassou, Rorira et Tanene. Nous venons de recevoir par Startam un écran géant pour la jeunesse de Tondon. Alors là, ils sont en train de brancher près de 20 ménages qui vont suivre aussi, n'est-ce pas, les événements à travers le monde, qui vont sortir de l'obscurantisme. Tous ces acquis, accompagnés du barrage de Kalita, soit petit, vraiment, Tondon aujourd'hui n'a rien à envier, n'est-ce pas, au monde. C'est une population enthousiaste qui accueille le ministre de la Communication à Bofa. Toutes les couches socio-professionnelles se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux aux parrains de la préfecture. Rachid Ndiaye est venu expliquer aux populations les acquis de la gouvernance Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir en 2010. C'était important pour mettre à la disposition du public un certain nombre de faits qui ne sont pas toujours mis en avant en termes de réalisation sur le plan économique et social. En même temps, échanger avec les uns et les autres sur les perspectives, sur tout ce que la population attend donc du gouvernement en termes de proximité, en termes de vécu quotidien. Et il est important de prendre en compte toutes ces considérations-là afin d'imaginer de manière concertée avec les acteurs locaux la manière de gérer tous les projets. La sous-préfecture de Ninguilandé est la première étape de la tournée du ministre de l'Industrie dans la préfecture de Pita. Dans cette localité, Boubacar Bari explique à la population l'impact du programme national de développement économique et social.
À Kourou, l'émissaire du chef de l'État transmet les messages de paix, d'unité et de cohésion sociale pour des élections apaisées. Dans les localités de Timbitouni et de Timbi-Madina, le ministre s'est réjoui du climat de paix qui règne entre les populations. Une satisfaction par rapport à l'engouement et à la mobilisation des populations. Et puis, toucher du doigt les réalisations qui ont été faites suite aux promesses que le président de la République avait adressées aux populations, faire le point de la réalisation de ces projets et envisager la mise en route de reste des engagements que le gouvernement a pris auprès des populations. Et surtout l'échange franc qu'il y a avec eux. Donc on pense que c'est ça l'esprit du changement que le président prône. Et dans cet échange-là, nous arrivons à identifier les besoins réels des populations et les intégrer dans les différents programmes de développement des différentes préfectures et régions du pays. À Sigiri, le ministre des Travaux publics dans les localités de Banko, Franwalia, Kintignan, Balato et Norasoba. Oumou Kamara transmet auprès des populations les messages du chef de l'État. Message qui porte sur la culture de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons fait savoir à toute la population de Sigiri, non seulement Sigiri-Ville et toutes les sous-préfectures et tous les districts de Sigiri ont parfaitement écouté notre message, le message d'appel à la paix, à la sérénité et c'est-à-dire à tout ce qui est bon pour un bon déroulement des élections prochaines. Ça nous a permis aussi de faire savoir à la population de Sigiri ce que le gouvernement est en train de faire et ce que le gouvernement compte faire et ce que le gouvernement a fait depuis l'avènement de la Troisième République. Le ministre parrain de Beila explique aux populations la portée de l'offensive diplomatique du professeur Alpha Condé en termes de mobilisation de fonds. Une offensive qui a permis au gouvernement de concevoir le programme de développement national économique et social. Déjà, 41 milliards de dollars sont obtenus des partenaires au développement pour le financement des projets sociaux de base. Alors ça, c'est déjà un atout. Ça veut dire que réellement notre professeur est en train de faire avancer ces pays-là. Et l'économie de ces pays aussi est en train de changer. Commune rurale de Fafaya, préfecture de Koubia. La localité a désormais son nouveau bureau. Un bâtiment construit par les collectivités locales à hauteur de 76 millions de francs guinéens. C'est le ministre du Tourisme qui inaugure le bureau à l'occasion de sa tournée de sensibilisation dans la préfecture de Koubia. L'infrastructure compte 4 salles et une terrasse. C'est une bonne chose que les collectivités se prennent en charge. C'est justement ce que veut le président professeur Alpha Condé. C'est ce qui a fait qu'on a transféré 32 compétences au niveau des collectivités locales. L'appel, c'est les encourager, c'est l'appel à l'unité, c'est l'appel à la prise en compte de tout ce que chacun et l'autre font, parce que chacun peut un peu. C'est par un accueil triomphal que l'enfant prodige du pays Thomas fait son retour au Bercail. Ici, Oyegilavogi inaugure le lycée de 8 salles de classe qu'il a construite dans la sous-préfecture de Balisia. L'école est dotée d'un centre informatique, d'une bibliothèque et d'un bloc administratif. Elle porte le nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'était quand même une obligation pour nous d'apporter quelque chose à nos communautés. Et puisque l'enseignement quand même est le pilier du développement, voir nos enfants, nos fils partir au champ après avoir atteint le lycée, quand même c'était déjà une honte pour nous. Donc je suis très très fier aujourd'hui de voir cette infrastructure réalisée et d'être inaugurée. Justice à présent, après plusieurs jours de débats contradictoires dans l'affaire dite du lieutenant-colonel Issa Camara et compagnie, le tribunal militaire a rendu son verdict vendredi en rétablissant les victimes dans leurs droits. Il est également question de la réparation des dommages causés à la préfecture de Mali, à la grande satisfaction des victimes. Sarafdine Diallo, Tierno Younoussaba.
Fin des audiences dans l'affaire Issa Camara et compagnie. Le tribunal militaire spécial de l'Abbé a rendu sa décision dans ce dossier. Le lieutenant-colonel Issa Camara et plusieurs de ses hommes sont reconnus coupables des faits de pillage, incendie volontaire, coups de blessures volontaires et autres infractions dans la préfecture de Mali. Les mises en cause sont condamnées selon les degrés d'implication dans les dommages causés. Pour la répression, condamne 1. Apollinaire Loa 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ordonne son internement dans un centre psychiatrique. 2. Amadouma Kamara à 18 mois d'emprisonnement. 3. Mohamed Morton Touré et Alassane Samoura à 10 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs guinéens d'amende chacun. 4. Lieutenant-colonel Issa Camara à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 million de francs guinéens d'amende. 5. Marcel Haba, Famako Kamara, Foromo Wolemo, Lansana Kamara, Benoît Collier, Koumapé Nyanga Collier, François Théa, Joseph Haba, Fassoudé Zobelemo, Alphonse Koulemo, Sori Kamara, Mamadou Sitabari, Alfred Monemo, Eli Marcel Loa, Joël Kamara, Mathieu Noumeri Touré, Nestor Ifono et Paul Camara à 5 ans de réclusion criminelle, dont 3 ans assortis de sursis, décerne mandat de dépôt contre eux à l'audience. Les faits remontent à plus d'une année dans la préfecture de Mali. L'aboutissement de la procédure a permis de rétablir les victimes dans leurs droits. Y faisant droit, condamne solidairement lieutenant-colonel Issa Camara, Marcel Haba, Famako Kamara, Foromo Olemo, Lansana Kamara, Benoît Collier, Koumapé Nyanga Collier, François Théa, Joseph Haba, Fassoudé Zobelemo, Alphonse Koulemo, Apollinaire Loa, Sori Kamara, Mamad Sitabari, Alfred Molemo, Eli Marcel Loa, Joseph Kamara, Mathieu Noumeri Touré, Nestor Ifono et Paul Camara au paiement de 2 milliards de francs guinéens aux partis civils pour toute cause de préjudice confondu. Au terme de plusieurs jours de débats contradictoires, les témoignages ont démontré l'innocence de Pogba Soropogi, qui était aussi poursuivi dans la même affaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Depuis 2002, l'Afrique est en quête de renouveau. L'organisation a un nouveau siège, le signe d'une volonté d'accélérer l'intégration politique, sociale et économique du continent. Après 39 ans de défense de souveraineté, d'intégrité territoriale de ses États membres, l'OUA est remplacée par l'Union africaine. L'organisation veut enfin répondre aux rêves de ses pères fondateurs. Pour reprendre un second souffle, il fallait à l'Afrique un leader, un panafricaniste pur-teint d'État moderne. Et la Guinée, par son président, va sonner la renaissance politique africaine en assumant la présidence tournante de l'Union. L'Union africaine qui a été une occasion pour l'Afrique de recentrer ses efforts sur ses priorités. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter le président, le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé vraiment, qui ne s'est pas ménagé physiquement et intellectuellement pour l'agenda africain. Vous savez qu'en 2017 a été lancé le processus de réforme qui est en cours. Le rapport sera fait au prochain sommet. Et je crois que des étapes importantes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours devant le COREF, sur la zone de libre-échange continentale, sur le marché de transport commun, sur la libre circulation des personnes et des passeports africains. Il y a des avancées certaines qui seront certainement réconfortées par la réforme, dont le souci majeur est de se donner les moyens et les instruments pour mettre en œuvre l'agenda 2063 qui est la vision pour l'Afrique pour les 50 prochaines années. Action et innovation, c'est ce que la Guinée va apporter à l'Union africaine. Les grandes messes gagnent en rationalité. Les rencontres sont structurées
et deviennent productives sur des points clés contenus dans la vision de transformation de l'Afrique. Avant la réforme institutionnelle, l'Union africaine dormait sur plus de 1500 résolutions prises sans suite. Le professeur Alpha Condé, lui, va changer la donne et ira même plus loin. De très